Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf politique et un tout petit peu littéraire de ce samedi 15 août 2020. Nous allons parler de quelque chose qui en ce moment dérange, et pas qu'en France, et jusqu'en Afrique noire francophone. Notre invité pour en parler, quelqu'un que vous aviez déjà vu ici il y a 2 ou 3 mois environ, c'est l'auteur de ce livre qui lui aussi fait beaucoup jaser en France depuis 3 mois environ, Pierre Moukoko, auteur de Relations Afrique-France, les gâchis français, plaidoyer pour un changement de paradigme dans la politique africaine de la France, édité chez l'Harmattan en France, préfacé par André Julien Mbem. Bonjour Pierre Moukoko. Bonjour Monsieur Mofo, merci de me recevoir. Je vous en prie, vous êtes éternellement bienvenu ici tant que vous écrivez de beaux livres comme ça. C'est gentil, merci. Vous voyez que je le lis, hein, malgré le manque de temps. Je vois ça, je vois ça. Je suis à la page 248 du chapitre Mounadeido. Ah, hein? Presque à la moitié. Passionnant, Mounadeido. Mais bon, vous reviendrez pour parler de chapitre après chapitre. Lors de votre dernier passage ici, Pierre Moukoko, vous m'aviez fait savoir que vous aviez adressé ce livre au président Emmanuel Macron, dont à l'Élysée, a recommandé avec accusé de réception, je crois bien. Absolument. Alors, le livre a bien été reçu. Le livre a été reçu par la présidence. Je l'ai envoyé, en effet, le 13 mai. Et il est arrivé à la présidence le 15. Donc j'ai le tampon de la présidence de la République française qui fait foi. Avez-vous reçu une réponse? Non, pour l'instant non. Et il y a quelques jours, j'ai adressé également une lettre recommandée avec accusé de réception au CPA. Le CPA, qui signifie? Conseil présidentiel pour l'Afrique. C'est cette cellule dite africaine créée par Emmanuel Macron. En 2017. 2017, oui. Qui a pour vocation première de recueillir les doléances émanant de la diaspora. Oui. Et les remonter auprès du président afin qu'il adapte les mesures pour l'Afrique, hein, les mesures, voilà. Donc je l'ai fait aussi. J'espère que je serai reçu par le coordinateur. Qui est d'origine béninoise, hein? Franco-béninoise. Disons qu'il y a 11 membres, dont 9 sont des franco-africains. Voilà. Donc c'est très intéressant. Donc c'était une bonne démarche, hein, je pense, de la part du président. J'espère qu'il y aura des remontées, j'espère qu'il y aura des décisions, de bonnes décisions qui seront prises, hein, pour évoluer, pour changer les relations de l'Afrique avec la France qui ne sont pas bonnes du tout. Aussi, vous saviez, cela fait 6 ans que le Sénat français a pondu un rapport intitulé « L'Afrique, notre avenir ». Il y a dans 70 mesures pour soi-disant améliorer les relations avec l'Afrique. On va en reparler car aujourd'hui on se rend compte que même le Sénat français n'est pas écouté par ceux qui dirigent la France. Alors, le 1er juillet 2020, le Conseil d'État français a validé la démarche du gouvernement français donc de procéder à l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants extra-communautaires. Pour que tout le monde comprenne, ceux qui sont considérés comme étant extra-communautaires en France sont ceux qui ne font pas partie de l'Union européenne. Hein? On n'a pas dit que des Noirs, non, ceux qui ne font pas partie de l'Union européenne, donc des Chinois, des Russes, des Vénézuéliens, des Américains qui viennent étudier ici, sont soumis à cette nouvelle réglementation. Alors, cette décision concerne également, donc naturellement, les étudiants africains faisant partie de la zone d'influence française, des anciennes colonies. Que vous inspire une telle décision, Pierre Moukoko? C'est du gâchis. Encore du gâchis, il y en a partout du gâchis. Il y a du gâchis, rien que du gâchis, le gâchis. Alors, comment dire? En novembre 2018, l'ancien Premier ministre, M. Édouard Philippe, a annoncé son intention de procéder à l'augmentation des frais d'inscription. Et le 19 avril 2019, il y a eu un arrêté ministériel qui a officialisé cette mesure. Eh bien, pour qu'on comprenne, les chiffres sont parlants. Les étudiants étrangers payaient 170 € en convertissant en francs CFA. Ça nous fait environ 110 000 francs CFA. Voilà.
Eh bien, à partir de cette mesure, ces Africains paieront 2770 euros. Ça nous fait environ 1 300 000 francs CFA. J'ai fait le calcul. Vous avez calculé. J'ai fait le calcul, c'est ça. Ça fait combien de nous apportez-nous quand on le regarde, parce que vous êtes très loin de nous. Alors, 2770 euros au lieu de 170, on s'est dit. Donc, désormais, ils paieront 1,8 million. 1 800 000 francs CFA en frais d'inscription. En frais d'inscription. Uniquement. Alors qu'avant, ils étaient à 118 000 euros. 118 000 francs CFA. 118 000 francs CFA, ça veut dire qu'on a multiplié par combien là? Plus de 10. D'accord. Et pour ceux qui sont en licence, hein, donc ceux qui démarrent en fait, et ensuite pour le master et jusqu'au doctorat, ils payaient avant, les étudiants payaient avant 243 euros, c'est-à-dire 160 000 francs CFA à peu près, et ils passent à 2,5 millions. 2,5 millions. En euros, ça nous fait combien là? 3 770 euros. 3 euros. Voilà, ça nous fait 2,5 millions CFA. Alors qu'avant, ils payaient 243, c'est-à-dire 160 000 francs CFA. C'est énorme. Écoutez. Énorme. Donc, une mesure catastrophique pour les étudiants africains. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dès que cette mesure a été rendue publique? Les étudiants africains se sont battus, ont contesté comme ils ont pu, ce qui a amené certains présidents d'université à manifester leur solidarité. Ils étaient à peu près 15 présidents des universités, et avec l'aide des associations des Africains, plus certains avocats, l'affaire a été portée à la connaissance du Conseil d'État. Conseil d'État, en effet. Le Conseil d'État a, le 25 juillet 2019, saisi le Conseil constitutionnel pour un QPC. Question prioritaire de constitutionnalité. Eh bien, au mois d'octobre, octobre 2019, le Conseil constitutionnel a donné un avis. C'est-à-dire que dans la Constitution française, la gratuité des enseignements publics du secondaire était établie. Ça ne souffrait d'aucune ambiguïté. Par contre, pour les études supérieures, rien n'était dit. Le Conseil constitutionnel a apporté une réponse magnifique, extraordinaire, en prenant appui sur le 13e alinéa du préambule de 1946, et le Conseil constitutionnel a consacré la gratuité des études publiques au niveau supérieur. C'est ce que stipule ce point 146 que vous avez cité? Oui, c'est ça. Ils ont fait une interprétation large de cette disposition, le 13e alinéa du préambule de 1946. Alors, pour certains auteurs, certains voix autorisées, certains juristes, le Conseil constitutionnel n'a pas été jusqu'au bout. Certains considèrent même que la réponse donnée était hypocrite. Certains considèrent que cette décision permettra au Conseil d'État de faire ce qu'il veut. Eh bien, nous avons constaté effectivement que le 1er juillet 2020, le Conseil d'État vient de valider la démarche du gouvernement en considérant que l'augmentation des frais d'inscription à ces montants-là, c'est tout à fait normal, c'est pas du tout excessif, puisque tous les étudiants peuvent bénéficier à hauteur de 10% à des exonérations totales ou partielles. Totales et partielles. 10%. Totales et partielles. Et que, ce faisant, il n'y a pas de discrimination entre étudiants. Alors, c'est pas de discrimination entre étudiants. D'accord. Je comprends bien, Pierre Moukoko, vous avez des enfants. Absolument. Lorsque vous voulez nourrir des enfants du quartier, vous commencez par les vôtres. Ils sont privilégiés, n'est-ce pas? C'est logique, c'est normal, oui. Seulement, vous ne touchez jamais au salaire des parents des autres enfants. Vous ne touchez jamais au patrimoine ou aux biens des autres familles. Non. Donc vous avez le droit de nourrir, vous avez tout à fait le droit de nourrir vos enfants en premier, et même que vos enfants. Bon. En écoutant ce que dit le Conseil d'État français, et en lisant entre les lignes, c'est une façon de dire africain, foutez-nous le camp, allez-vous-en d'ici. C'est extraordinaire comme décision, surprenante.
certains pourraient penser, à juste titre d'ailleurs, que ce n'est pas une décision judiciaire, mais c'est une décision opportune, d'opportunité, pour faire plaisir au gouvernement. Pour faire plaisir au gouvernement. Au gouvernement Macron, au gouvernement Édouard Philippe. Absolument. Parce que les relations qui lient la France et ses anciennes colonies sont quand même des relations particulières. Je l'ai dit dans mon livre, je l'ai dit tout le temps. Dans ce livre, vous en parlez d'ailleurs. Hein. Ce sujet, je l'avais abordé à la page 117. Oui. Mais malheureusement, la France continue à s'entêter, à ne pas du tout en tenir compte. Il faut quand même que tout le monde le sache, la France est en difficulté financière. Les caisses sont vides. Il faut faire des économies. Monsieur l'ex-premier ministre, le premier ministre de M. Sarkozy l'avait dit. François Fillon avait dit « Je suis à la tête d'un État qui est en faillite. » En faillite. Bon. Dit François Fillon il y a quelques années. Hein. Exactement. Donc la France a des problèmes d'argent. Et faire des économies, personne ne peut blâmer le gouvernement français de le faire. Non. C'est tout à fait légitime. Moi, ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est que les Africains, qui sont quand même des partenaires privilégiés de la France depuis belle lurette. Des partenaires. Vous avez voulu dire des vaches à lait, quoi. Si on veut. Je ne suis pas certain que les pays d'Afrique soient des partenaires de la France. Ce que je voulais dire, c'est que l'Afrique et la France ont des relations particulières. Il faut en tenir compte. Je le rappelle encore une fois que parle le français dans le monde, plus le français dans le monde, à hauteur de 54%, ce sont les Africains. Les mesures qui sont en train d'être prises vont empêcher aux Africains d'aller à l'école parce que le SMIC dans ces pays-là, c'est 100 € à peu près. Comment voulez-vous qu'un étudiant paye... Au Cameroun, selon Grégoire Ouana, ministre du Travail, le SMIC est de 36 000 francs CFA, c'est-à-dire, chers téléspectateurs, environ 50, 52, 53 € par là. Et M. Grégoire, on trouve que tout ça c'est bien, on peut vivre avec. Bon, ça c'est une situation très grave. Là je ne comprends pas. J'avoue que j'ai du mal à comprendre comment dire, cette démarche. Alors, les étudiants africains, puisqu'ils font partie des étudiants extra-communautaires, sont mis au même niveau que les étudiants des autres pays du monde, qui n'ont aucun rapport au même niveau que les étudiants américains, britanniques, chinois, japonais, on le comprend bien. Voilà ce que la France... Alors, c'est une trahison. Je dirais, je n'ose pas dire haute trahison. Alors, d'ailleurs, j'ai fait un papier il n'y a pas longtemps sur Facebook où je disais de la légalité au service d'une haute trahison. C'était un peu provocateur comme titre, mais là, je considère que c'est un coup bas. Un coup bas. Je ne pouvais pas imaginer que le Conseil d'État allait faire cette interprétation-là en prenant le soin de ne pas heurter justement le Conseil constitutionnel. Tout est légal. Ce sont tous des copains. Alors, vous comprenez? Alors, je sais que le gouvernement dira non, c'est pas moi, c'est légal, c'est le Conseil d'État. Ouais, c'est ça. Alors, il revient maintenant aux étudiants africains, pas seulement, aux étudiants concernés, bon, singulièrement les Africains, pourquoi pas, d'aller voir éventuellement du côté des instances européennes, mais il faut trouver les raisons. Parce que, étant donné qu'au niveau interne, tout est épuisé, c'est que ces instances qui pourraient, le cas échéant, contester, analyser cette situation, etc. Mais il y a aussi le volet extra-juridique. J'espère que les dirigeants africains... Pardon? J'espère que les dirigeants africains vont enfin... Vous parlez de ceux qui veulent chacun un troisième mandat ou bien être président à vie? Qui jouent leur rôle de président. J'espère que l'UA, l'Union africaine, l'Union africaine, essaiera de prendre attache avec le gouvernement français pour signer un accord, parce que ça va s'appliquer là, ça va s'appliquer à la rentrée. Je le sais. À la rentrée. Donc, dans un mois. Il faut impérativement que ça bouge du côté de l'Afrique. La France a besoin de l'Afrique. La France a besoin de l'Afrique. Comme disait le président Mitterrand d'ailleurs, sans l'Afrique, la France n'aura pas d'histoire au XXIe siècle. Bon, là, et comme disait Jacques Chirac, n'oubliez pas que l'argent que nous avons dans notre porte-monnaie vient de l'exploitation des Africains. Dixit, Monsieur Jacques Chirac, président de la République française. Voilà. Alors, si on regarde les choses dans les deux plateaux de la balance, entre ce que la France donne aux Africains et ce qu'elle prend aux Africains, il n'y a pas... équilibre. Bon. Pourquoi font-ils ça aux Africains? Je ne comprends pas.
Bon, je comprends pas. Je vais reformuler ma question. Vous avez fait le poisson. Je sais que vous êtes de la région du littoral où il y a du poisson partout. D'ailleurs, Riolos Camorès vient de du grand fleuve qu'il y a dans votre région d'origine, le Vaury. Mais vous avez fait du poisson. Le poisson, il ne faut pas le noyer, il faut le manger quand on a faim. Est-ce que cette décision du Conseil d'État français, prise le 1er juillet 2020, n'est pas une façon de dire clairement aux Africains, nous n'avons plus besoin d'étudiants africains ici, allez-vous-en? Alors, c'est une très bonne question. On pourrait, le dire, bien évidemment, mais je ne pense pas que la France, je ne peux pas parler au nom de la France, mais ait pensé à ça. Tout ce qui a animé la France, je crois, ce sont les économies. Faire des économies par tous les moyens. Personne ne peut le blâmer. Bien. Ce que je reproche, si je peux me permettre, ce que je reproche au gouvernement français sur ce point-là, c'est ne pas avoir tenu compte des Africains. Il aurait fallu, à mon sens, que la France prenne attache avec les États africains de sa zone d'influence. J'ai des difficultés d'argent, j'ai envie de baisser, d'augmenter plutôt les frais d'inscription, discuter, trouver un accord avant de... Vous êtes angélique, vous? Mais... Pierre Moukoko. C'est ça qu'il aurait fallu faire. Là, aucune entente n'a été, aucune discussion préalable. Pierre Moukoko, oui. Nous sommes le 15 août 2020. Ce problème des frais d'inscription augmentés unilatéralement par la France se pose. Alors, vous le savez certainement pas, chers téléspectateurs, en septembre 2011, j'étais encore correspondant de Gabon Télévision ici, j'allais couvrir une manifestation politique des jeunes du parti au pouvoir, éternellement au pouvoir au Gabon, le JPDG. J'y arrive, j'entends des étudiants gabonais se plaindre, on leur a demandé de quitter le territoire français. Je leur demande, mais c'est quoi cette histoire? Alors, Vivien Péa, qui était le président de ces jeunes gens, m'explique la problématique. Il se trouve que la France avait vu à la hausse les frais d'inscription des étudiants africains, déjà à l'époque ici en France, sans jamais en discuter avec ses homologues gabonais et sans les informer. Donc, M. Ali Bongo et son gouvernement à l'époque ne sont même pas au courant de ces faits-là. Alors, j'ai réorienté l'angle de mon sujet et je fais un sujet sur cette problématique-là que j'envoie au Gabon, qui a été rediffusée 3 fois. C'est comme ça qu'Ali Bongo se saisit du problème et le règle. 2011, en 2020, le même problème se pose. Est-ce que ceci n'est pas tout simplement, Pierre Moukoko, du mépris pour l'homme noir? Je pense qu'il y a un mépris de la part des gouvernants français. Vis-à-vis des Noirs. Appelons le chien par le nom. C'est incompréhensible, parce que comment peut-on faire ça aux Africains? C'est méconnaître tout ce que l'Afrique apporte à la France. Je le redis, la culture française est tenue d'une manière ou d'une autre par les Africains qui parlent français. Qui pensent français. Qui pensent français, parce que parler cette langue et la culture française, c'est lié en fait. Donc il faut, à mon avis, impérativement que la France se ressaisisse, parce que continuer comme ça, on ira vers la rupture. Vers la rupture. Et moi, je le redis partout où je passe, je ne suis pas favorable à cette rupture-là. Moi, je souhaite que la France et l'Afrique continuent à travailler ensemble dans une relation gagnant-gagnant. Ça, c'est mon choix. Ce qui n'arrange pas les hommes politiques français. Ce que vous savez, M. Jacques, on en a parlé en off, il y a de cela 6 ans. Un rapport du Sénat français intitulé « L'Afrique est notre avenir » stipulait dans les 70 mesures pour rabiboucher de bonnes relations avec l'Afrique, qu'on favorise même l'entrée, qu'on dresse limite un tapis rouge aux étudiants africains qui désormais vont ailleurs. Ce rapport, lisez-le, chers téléspectateurs, intitulé « L'Afrique est notre avenir », vous le trouverez sur Internet. Lisez que les 70 mesures qui viennent à partir de la page 399 là, pour comprendre. Cela signifie qu'en France, les hommes politiques ne se parlent pas. Non, il y a un problème. De toute façon, dans ce rapport-là, j'en parle dans mon livre d'ailleurs aussi, si on décortique les mesures proposées par le Sénat, tout est bon pour la France. Tout est bon pour la France, en plus, rien pour l'Afrique. J'ai commencé à lire, j'ai lu, je me dis, finalement, ils n'ont rien compris. Tout ce qui les préoccupe, et c'est légitime, c'est que la France ne perde pas les marchés.
Et pour que la France ne perde pas les marchés, ben, il faut toujours la France, alors que c'est pas ce qu'il faut faire. Ils adorent le marteau, les hommes politiques français. Non, mais toujours taper, quoi. C'est toujours taper. La décision qui nous occupe est préjudiciable, même pour la France. D'abord pour la France. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les étudiants étrangers rapportent à l'économie française 1 milliard 600 millions par an. De quelle façon expliquez-nous ça? Les locations, ils louent. Ils mangent, ils payent les impôts puisqu'ils travaillent. Certains d'entre eux travaillent 20 heures, mais ils travaillent quand même. Donc, la diversité culturelle, par leur présence, c'est quand même, tout ça c'est important. Alors, le rayonnement de la culture française, c'est par leur présence. Donc, tout ça, la carte de ce jour, il y a les thèmes fiscaux. Et ça coûte de plus en plus cher. J'en ai acheté pour ma fille un jour, je me suis dit, bon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, tout ça cumulé, dans les deux plateaux de la balance, qui apporte plus? Je le redis, un étudiant étranger coûte à la France entre 9 500 à 10 000 euros. Chaque étudiant, parce que ce qu'on paye, les frais d'inscription, c'est pas suffisant. L'État passe derrière. Ça, c'est la vérité. Bon, c'est ça que l'État français est en train de vouloir diminuer. Oui. Je le comprends parfaitement. Mais encore une fois, dans les deux plateaux de la balance, il faut regarder qu'est-ce qui coûte plus. Et il faut privilégier les Africains quand même. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment peut-on vivre grâce aux matières premières des Africains et mépriser les Africains dans l'autre côté de la balance? Je ne comprends pas. J'ai du mal à comprendre. De toute façon, je découvre, j'ai travaillé plus de 2 ans et demi à écrire ce livre, j'ai découvert des choses que je ne savais pas, puisque cette affaire a été traitée par De Gaulle et puis Jacques Foccart en cachette. Foccart. Voilà, donc ils ont mis tout ça en place sans nous le dire. Donc je découvre beaucoup de choses et j'ai toujours du mal à comprendre. Relation Afrique-France, les gâchis français. Voilà, de Pierre Moukoko, plaidoyer pour un changement de paradigme dans la politique africaine de la France. Il y a effectivement un changement, mais pas dans le bon sens. Pierre Moukoko, la France qui pense faire du mal aux Africains, est-ce que c'est pas, elle se tire pas une balle dans le pied dans la mesure où, désormais, des étudiants africains, pourquoi venez-vous en France? On vous demande ce que vous pouvez payer. Allez étudier ailleurs. Si vous allez en Roumanie étudier, ça coûte moins cher, vous aurez des enseignements de bonne qualité. Hein. J'ai vu les médecins camerounais formés en Roumanie, ils n'ont rien envie à ceux d'ici. Hein. D'ailleurs, la France manque d'infirmiers aujourd'hui. Il va prendre en Espagne et partout. Allez vous former ailleurs, puisque vous ne pouvez pas payer en France. Mais ces étudiants africains qui vont étudier ailleurs, qui vont prendre de la culture d'ailleurs, demain, comment cette France traite avec eux? Est-ce que la France ne se tire pas une balle dans le pied en vissant, en croyant faire du mal aux Africains? Je ne sais pas si la France veut faire du mal ou pense faire du mal, je n'en sais rien, mais la France se fait du mal à elle-même. C'est vrai que beaucoup d'Africains, d'ailleurs les pays émergents en profitent. Hein. Il y a la Turquie qui appelle. De la Turquie. La Russie, le Québec, tous ces pays appellent les Africains désormais. Venez chez nous. Venez. Et donc même la nationalité tout de suite après. Tout de suite, oui. Dans un chapitre de mon livre, où je fais mention de le drainage des cerveaux, où j'apporte la démonstration que le comportement de la France au préjudice des étudiants africains en France est très préjudiciable pour la France elle-même. Parce que au niveau de la recherche, les doctorants, la quasi-totalité des doctorants sont des étrangers. S'ils quittent la France, ils vont aller ailleurs, eh bien la recherche en France va baisser. Alors, quelqu'un en parlait dans une précédente émission que j'ai eue avant la vôtre. Dominique Sigoko a écrit un livre qui est publié en France tout récemment. Elle vit désormais aux États-Unis, elle est chercheuse. Son livre est intitulé « De mon cauchemar français à mon rêve américain ». De mon cauchemar français à mon rêve américain. C'est une jeune femme qui est passée par Lyon. Quand elle explique dans son livre ce qu'elle a vécu en France, ça fait frodo. La fille arrive en France ayant un doctorat en pharmacie qu'elle a obtenu, qu'elle a soutenu au Mali, avant d'aller en France. Mais le mépris qu'elle a ici parce qu'elle est noire, mais finalement, c'est aux États-Unis qu'elle semble trouver son salut. J'espère que le président Macron essaiera d'inverser la tendance, même si je commence à me poser des questions. Vous y croyez? Écoutez, il reste 2 ans. Oula. La nomination, le CPA, la création du CPA depuis 2017,
avec des éminents, de personnages, et tout ça, franco-africains. Bon, pourquoi pas? J'espère que, parce qu'ils rendent des rapports, il faut que je prenne connaissance de leurs propositions, parce qu'ils en font. Peut-être qu'ils rendent des rapports, j'ai vu ça quelque part, je vais essayer de voir. J'espère que je serai reçu. J'espère. J'ai fait cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception. J'ai des propositions à faire, je pense, sans aucune prétention de ma part, notamment dans le chapitre 16 de mon livre. Il y a beaucoup de propositions que je fais à la France, à ma France, à notre France, pour essayer d'éviter la rupture. Nous allons droit vers la rupture. Et ça soit vraiment dommage. Le coût des étudiants, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un coup bas. C'est vraiment très, très dommage. Très dommage. Oui. J'espère qu'à votre lieu de service, vous êtes tranquille. Parce que je connais bien les mentalités en France. Lorsque quelqu'un commet de tels livres, on lui cherche des poux. Vous n'avez même pas de cheveux, mais on va vous trouver des poux sur la tête. J'espère qu'à votre lieu de service, vous ne répondez pas. J'espère qu'à votre lieu de service, on ne vous cherche pas des poux sur la tête. Vous travaillez dans un secteur qui va aussi en Afrique. Hein, donc, attaquer les Africains ici, vous n'avez pas poussé longtemps. J'ai rien fait de mal. Je suis pas. C'est sûr que vous n'avez rien fait de mal. J'aime la France. La France m'a reçu il y a 36 ans. Elle m'a fait. Je plaide pour qu'elle comprenne que ça ne va pas. Nous avons la même démarche, Pierre Moukoko, vous et moi. Nous nous exprimons en français, nous pensons français, nous mangeons français, nous dormons français. Oui, exactement, oui. Ce n'est pas cette reconnaissance administrative sur un bout de papier nationalité qui fait de nous des Français. Car l'appartenance à un pays commence par sa culture, et à la base de la culture, il y a la langue. Vous comprenez? Absolument, oui, absolument. Vous et moi sommes Français, même ceux qui vivent en Afrique devraient être des Français. Vous comprenez? Nous n'avons aucune haine vis-à-vis de la France. Vous êtes ce que vous êtes, vous le devez à la France. Oui, je suis journaliste aujourd'hui parce qu'un jour, j'ai rencontré Manuela Schliman, proche de Nicolas Sarkozy. Et ce Nicolas Sarkozy a décidé de mettre dans sa première liste des immigrants choisis. Vous comprenez? Je dois ce que je suis à Nicolas Sarkozy, donc à la France. Sans elle, sans la France, je ne serais pas journaliste. Mais ce n'est pas parce que votre papa vous a élevé, vous a nourri, vous a vêtu, que vous ne devez pas lui dire la vérité lorsqu'il maltraite votre maman. Absolument. On est d'accord ou pas? Absolument. Donc ceux qui pensent que Pierre Moukoko n'aime pas la France ou que Jackie Moifo est anti-français, s'il vous plaît, on va passer un autre jour. Non, hein. Comment dire? C'était un défi ce livre. J'ai appris beaucoup de choses et je voulais les partager. En particulier à la jeunesse française et à la jeunesse africaine qui sont l'avenir. Dans ce livre, il y a beaucoup de choses. Historique incontestable, qui donne la chair de poule. Hein. J'ai tout dit, moi. Je me suis lâché, comme on dit. J'ai dit beaucoup de choses. Et je propose. Est-ce que je serai entendu ou pas? Je n'en sais rien. Bon, évidemment, je m'adresse aussi aux Africains, aux dirigeants africains, bien évidemment. Parce vous en connaissez les dirigeants africains? Vous parlez de qui? Vous parlez de Christophe Guilou, qui désormais remplace Paul Biya partout au Cameroun. Vous parlez d'Alassane Ouattara, main dans la main avec Macron, qui nous dit qu'il ne se présentera pas pour un troisième mandat. Et aujourd'hui, les trois candidats... Vous parlez de qui comme dirigeant africain? Non, mais ce que je voulais dire, c'est que la responsabilité des dirigeants africains doit également être relevée. Accuser la France, c'est bien. Elle a beaucoup de responsabilités, mais pas de tout. La France n'est pas responsable de tous les maux africains. Les Africains ont une part de responsabilité. Et là, je le dénonce dans le chapitre 11. Je le dis très clairement. Les Africains s'en sortiront. Moi, j'ai bon espoir. Ils vont travailler, J'invite les Africains, mes frères africains, de comprendre que la France, c'est pas un enfant de cœur. Le coût des frais d'inscription qui viennent d'être posés là par la France doit amener les Africains à comprendre que la France n'a pas d'amis. La France n'a pas d'ennemis, elle n'a que ses intérêts. Les caisses de la France sont vides, la France fait tout pour limiter les dépenses. Elle procéderait autrement. Hein. Ce conseil de quoi qu'on nommait à l'Élysée là. Conseil présidentiel pour l'Afrique, CPA. Si on y mettait des gens comme Pierre Moukoko ou des Jackie Moifo, je pense que les relations se normaliseraient entre la France et certains pays africains. Mais si on y met que des gens qu'on n'écoute même déjà pas, pour l'instant, je pense que c'est trop tôt pour tirer conclusion. En 3 ans, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas vu le rapport, je ne sais pas ce qu'ils ont proposé. Dans tous les cas, ce sont des Africains. Voilà, ils sont des Franco-Africains, mais ce sont les fils et filles de l'Afrique. Hein. Mais vous êtes bien naïf, Pierre Moukoko. On tirera conséquence après.
On verra ce qu'ils ont proposé. Et on verra. Est-ce qu'ils vont tourner le dos à leur Afrique natale? Connaissez-vous Jean-Pierre Chevènement, Pierre Moukoko? Non, de nom, comme tout le monde. Non, vous savez, c'était quelqu'un qui était réputé très droit, même trop droit parfois. Dans un gouvernement, si on n'est pas d'accord, soit on ferme sa bouche, soit on démissionne. Ça, c'est une phrase de Jean-Pierre Chevènement, qui est socialiste. Connaissez-vous Gérard Larcher? Qui est le président du Sénat depuis bientôt 10 ans, je crois. Alors, ces deux personnes sont impliquées pour la rédaction de ce rapport 2013-2014 intitulé « L'Afrique est notre avenir ». Vous vous rendez compte qu'on ne les écoute pas dans leur pays? Vous pensez que ce sont quelques Africains choisis par Emmanuel Macron qu'on va écouter? Alors, c'est bien ambitieux, là, vous? J'ai appelé de mes voeux dans un chapitre de mon livre, je pense le dernier, le 15e, je crois, comment dire, le 18e chapitre, où je fais mention du pragmatisme. J'appelle le pragmatisme franco-africain pour trouver des solutions, regarder les choses en face et voir comment on peut fonctionner. Ce rapport-là du Sénat, on peut en parler, mais il est pour la France, il n'est pas pour les Africains. Mais il n'est même pas, on l'écoute même déjà pas. Il n'est pas pour les Africains. Si les gouverneurs n'écoutent pas les sénateurs de leur pays, je vous fais quand même remarquer que le président du Sénat est la deuxième personnalité française. En cas de vacances de pouvoir, c'est le président du Sénat français. Si lui s'implique dans un rapport qui n'est pas écouté par le Conseil d'État, par vous pensez que ce sont ces quelques Africains choisis par Emmanuel Macron dont sur n'importe quoi? Alors, il faut qu'on se comprenne. Le CPA, Conseil présidentiel pour l'Afrique, a pour mission de recueillir les doléances auprès de la diaspora africaine et de les remonter au président qui a le dernier mot. C'est leur boulot. C'est le président qui décide. J'espère qu'ils remonteront pas mal de choses. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à être reçu. Il fallait demander à M. Jean-Yves Le Drian. C'est lui, M. Afrique maintenant. C'est le successeur de Focard. Vous ne le savez pas? Non. Là, ils vont m'attaquer au Quai d'Orsay maintenant. Je suis sûr que mes boîtes email ne vont plus fonctionner. Je vais avoir des gros ennuis en France. Mais c'est Jean-Yves Le Drian qui décide pour l'Afrique. Emmanuel Macron n'en fait rien d'ailleurs. Comment dire, la cellule de l'Élysée, en principe, a vocation à disparaître du fait de la création c'est quand même un organisme étatique, du fait de cette création-là de CPA, qui a vocation à remplacer la cellule de l'Élysée. Sur le papier. Oui, on verra bien, mais ça n'apparaît pas dans l'organigramme de l'Élysée, mais on verra. Je pense que c'est quand même des éminents personnages. Ils sont les personnes qui ont été choisies par le président Macron. Espérons qu'ils vont nous ramener, vous savez, avant le président Macron, le président Sarkozy avait choisi des Gaston Kellman, mon ami Claudicia, tout ça pour un autre truc semblable. Mais aujourd'hui, ça a disparu depuis longtemps, non? C'est mort avant Sarkozy d'ailleurs. Eh bien, il revient aux Africains. Il revient aux Africains de se battre désormais, tirer conséquence de tout ça et de dire maintenant ça suffit. Et c'est ça qui est en train d'être fait. La diaspora africaine le démontre tous les jours. Les Africains ont changé et le président Macron le sait. Il le sait. À mon avis, il essaiera, mais ça va être très compliqué. Je l'ai dit la dernière fois que je suis passé chez vous, la France, ça ne va pas être évident. Parce qu'il y a la politique de De Gaulle quand même. C'est la politique de De Gaulle. Nous combattons la mauvaise politique de De Gaulle au préjudice des Africains. Et des Focard. Exactement. Et aujourd'hui, tout bon français politique, pour être crédible, se revendique être... Oui, mais bon. Attends, ça veut dire quoi? Gaulliste. Gaulliste, que ce soit de gauche ou de droite, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, mais là... Voilà, tout le monde est gaulliste dans un pays où... ce sont des éléments de langage. Je suis de droite, mais pas gaulliste, moi, donc... Les éléments de langage des hommes et des femmes politiques français, moi, sincèrement, je le redis avec force, moi, j'en veux aux hommes et aux femmes politiques français. Parce que c'est eux qui sont le problème. C'est eux. Je l'avais dit la dernière fois, je le redis là, c'est eux qui sont le problème. Ils posent des actes que même les Français qui ont voté pour eux, ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant, mais ils veulent pas être au courant aussi. Ils peuvent pas. Ils font en Afrique ce qu'ils ne peuvent pas faire en France et ce qu'ils n'accepteront pas qu'on vienne faire en France. Pourquoi le font-ils là-bas? Mais ce sont que des nègres. Vous comprenez pas? Là, ils sont en train de faire du mal à la France parce que la France est en danger, entre guillemets. Très en danger. Si la France perd l'Afrique, comment fera-t-elle? Je dois vous rappeler que, même si vous le savez, que les 14 pays de la zone franc votent comme la France. Ça hausse l'image de la France, la voix de la France au niveau international, à l'ONU.
D'ailleurs, s'il y c'est a la rupture, France qui, leur voix est représentée par la France. Et je ne comprends pas pourquoi des pays, 14 pays souverains sont représentés à l'ONU par l'ancienne puissance coloniale. Je ne comprends pas très bien ça. L'ONU, ça sert à quelque chose là-dedans encore? non mais, s'il y a rupture, s'il y a divorce, mais les conséquences seront incommensurables. La France ne sera plus cinquième puissance. Hein. Mais vous voulez des informations? Si la France perd l'Afrique, hein, ces cours-là pour les étudiants, je ne comprends pas. Alors, je vais vous donner une information, puisque c'est avéré, hein. Dans 3 ans, j'ai bien dit 3 ans et 3 mois, la France dégringole à la 10e place dans la puissance mondiale. La Russie passe devant, même la Turquie est passée devant. J'ai ce truc, je vais le retrouver d'ailleurs, 10e place. Pourtant, cette France, avec ses 14 anciennes colonies, aurait pu construire quelque chose de solide qui permette à la France, comme la Grande-Bretagne a fait, de rester au top longtemps. À supposer établir ces analyses-là, c'est pas une bonne nouvelle. Moi, ça ne m'arrange pas beaucoup. Mais moi non plus, ça ne m'arrange pas. Qu'est-ce que nous avons en commun avec le Chinois qui va devenir première puissance mondiale dans 3 ans et demi? Qu'est-ce que nous avons en commun avec le Chinois? Rien. Qu'est-ce que nous avons en commun, vous et moi, avec la Turquie? Absolument rien. Qu'est-ce que nous avons en commun avec la Russie? Rien. Mais nous avons beaucoup en commun avec la France. Vos enfants sont métis, n'est-ce pas? Absolument. Ma fille est allée à l'école de la République, même si elle n'est pas métisse, elle est claire de peau comme moi. Elle est à l'école ici, elle est française dans sa tête, tout comme moi. Nous gagnerons. Comme je le disais déjà à Michel Roussin il y a 15 ans, qu'on trouve... Non, c'est pas à Michel Roussin, c'était sur le plateau de Direct 8, en présence d'Antoine Glaser, de Kofi Yamnian. Nous aimerions que nous... C'est le dimanche 2 juillet 2005. Nous aimerions que l'on trouve un point de sortie équitable afin que personne n'en souffre. Mais ça, c'est ce que nous aimerions. Est-ce que ceux qui nous dirigent pensent comme nous? 15 ans après, la question mérite encore d'être posée. Vous pouvez vérifier chez les téléspectateurs, c'était sur Direct 8 dans l'émission politique du dimanche 2 juillet 2005 à 8h du matin. J'ai posé cette question-là. 15 ans après, on en est encore là. Oui. Ça n'évolue pas. D'ailleurs, Antoine Glaser, comme vous en parlez, c'est son dernier livre que j'ai lu. Avec arrogant comme un Français en Afrique. Ouais. Antoine, bonjour. Il faut que tu viennes m'expliquer ton histoire comme un Français. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas parlé à Antoine Glaser. J'ai appris beaucoup de choses là-dedans aussi. Donc, j'en fais mention dans mon livre aussi, d'ailleurs. C'est terrible, mais j'ai bon espoir. La France connaît ses intérêts. Moi, je n'ai plus espoir. J'ai bon espoir. La France connaît ses intérêts. Je pense que la France finira par s'en rendre compte. Il faut continuer la pression. Il faut démocratiquement, il faut bouger, il faut annoncer, il faut écrire des livres, il faut bouger pour amener la France à comprendre. Parce que entre nous, tout seul, les Africains ne pourront pas y arriver, même si il faut que la France. Il ne faut jamais dire ça parce que moi qui sillonne, qui sillonne les pays développés pour faire des reportages, des émissions, vous n'avez pas idée de ce que l'Africain est capable de faire aujourd'hui. Vous n'avez pas idée, nous ne sommes pas en 1960. Hein? Non, ils ont beaucoup de capacités, ça c'est clair. Croyez-moi qu'il y a des Africains qui ne peuvent pas s'exprimer parce que leur fonction les en empêche. J'en ai rencontré. Est-ce que vous saviez par exemple que l'actuel économiste en chef de la Banque mondiale est un Africain? Vous le saviez? Ça ne m'étonne pas. Alors je vous donne son nom puisque je l'ai interviewé il y a 1 an, 4 mois à Washington au sein de la Banque mondiale. Il s'appelle Albert Zefak. Il est camerounais. C'est ce monsieur qui a redressé l'économie de la Malaisie. Vous comprenez ce que je dis? Je vais m'arrêter là, je parle de lui parce qu'il m'a accordé une interview qui est diffusée. Les autres n'ont pas voulu en parler. Bon, n'ont pas voulu s'exprimer, ils m'ont demandé d'attendre, donc je ne peux pas tous les citer. Vous n'avez pas idée. J'imagine. Il y a tout ce qu'il faut. Absolument. Moi, il m'arrive de voyager, donc partout où je passe, il y a des professeurs d'université qui sont des Africains. Ben voilà. Partout, aux États-Unis, partout. Voilà. Les Africains ont beaucoup de capacités. D'ailleurs, il faut voir que, au côté anglophone, tous ces pays, pratiquement tous, ont des voitures automobiles. Oui, fabriquées par les ingénieurs de ce pays-là à 100%. 100%. Sauf l'Afrique francophone. On nous impose Peugeot, Renault, etc. Voilà. C'est quand même gros comme une maison. Il faut regarder. Mais pourquoi il y a un problème? En Allemagne, les meilleurs ingénieurs en automobile sont d'origine camerounaise. Cherchez l'erreur. Non, mais il faut que ça change. Le paradigme doit changer. Il faut que la France intègre tout ça. Alors,
ce qui nous occupe, c'est cette mauvaise décision qui vient d'être prise au préjudice des étudiants africains. Quelle solution? La rentrée, c'est bientôt. Quelle solution? Dans un mois. Dans moins d'un mois. Est-ce que alors, les présidents des universités vont peut-être tenter de résister, mais à 10% après, je ne sais pas comment ils feront, mais il faudra qu'ils soient dans la légalité. La pression doit venir de partout, y compris par les étudiants français qui viendront au secours de leurs camarades. Dites étudiants français blancs. Oui, j'entends bien. Mais on ne tient pas son nom, ça ne fait pas de vous un raciste que de le dire. J'entends bien. Sauf qu'il y a également des étudiants français qui sont noirs. Tous ces étudiants français doivent venir au secours de leurs camarades africains noirs. Bon, qui n'ont pas la nationalité française puisqu'ils sont extra-communautaires. Il faut mettre la pression, faire comprendre au gouvernement que ce n'est pas une bonne décision. Et aux Africains, en Afrique, il faut bouger. Il faut impérativement que le gouvernement français intègre cette donnée. La décision est légale. Elle est légale puisque ça vient du Conseil d'État qui vient de valider. Le gouvernement dira non, c'est pas moi. Bon, il y a des démarches extra-juridiques qui peuvent être faites. Et j'appelle de mes voeux le déclenchement de ces procédures-là, de ces démarches-là pour qu'il y ait une dérogation. On ne peut pas faire ça aux Africains. Et on ne peut pas faire ça aux Africains. Si on le fait, ça veut dire que on les méprise totalement, ça veut dire qu'on est amnésique, ça veut dire qu'il y a un problème. Bon. Relation Afrique-France et les gâchis français, plaidoyer pour un changement de paradigme dans la politique africaine de la France. Dans ce livre, vous faites plusieurs propositions, tant à la France qu'à la diaspora et aux dirigeants africains. Absolument. Pensez-vous que vos préconisations seront prises en compte dans ce pays où on n'écoute même déjà pas les sénateurs Pierre Moukoko? Moi, j'ai bon espoir. Ma formation de juriste m'amène à faire confiance à l'état de droit, aux états de droit, à la justice. J'étais formé là-dessus. J'espère. De toute façon, le gouvernement français peut reculer si il y a lieu de reculer parce qu'il y a une manifestation, contestation, réfutation, récusation de pas mal de gens. C'est ça, moi je crois en ça. Je suis peut-être naïf, mais je pense que le gouvernement français finira par le comprendre. Mais il faut que les Français sachent. Les Français ne savent pas. Ils ne connaissent pas la réalité. Avec les éléments de langage, les hommes et femmes politiques français leur disent que c'est la France qui aide l'Afrique. Ils meurent de faim, ces pauvres gens là-bas, c'est nous qui les aidons, etc. La France aide tellement l'Afrique que tout l'uranium du Niger vient en France et les Nigériens n'ont même pas d'électricité chez eux. C'est ça aider. Donc, si la France reçoit plusieurs doléances qui émanent de partout, la France finira par le comprendre parce que la France n'acceptera pas perdre l'Afrique. La France n'acceptera pas perdre l'Afrique. Mais l'Afrique ne lui appartient pas, que je sache. J'entends bien. Ce que je veux dire, cette collaboration que j'appelle de mes voeux collaboration, des relations gagnant-gagnant, c'est ça qu'il faut mettre en place. Nous avons la même histoire. On a la même histoire. Nous sommes liés. Ça fait des années. Il y a eu des enfants qui sont... Non, la France a décidé de se lier à l'Afrique. Je ne vois pas d'Africains venus prospecter en France pour se lier à la France. Moi, je ne vois pas. Alors, nous savons aujourd'hui que le Rwanda a abandonné la langue française. Mais seulement c'est une Rwandaise qui est à la tête de l'organisation de l'OIF. C'est quand même bizarre tout ça. Hein? C'est la politique. Le Rwanda l'a fait. Imaginons un seul instant que les autres pays, les 14 de la zone France, là, fassent la même chose. Le rayonnement de la langue française. Mais elle finira par disparaître. Puisqu'aux horizons 2050, la France sera vieillissante. Hein? C'est l'Afrique, hein? Avec la population 1,8 milliard. Ça, c'est très important. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'avenir. C'est l'avenir. C'est pour ça que, encore une fois, je le dis, même si certains amis ou certains frères n'aiment pas que je le dise, le président Macron, je trouve, il est brillant. Il est brillant, notre président. Qu'il comprenne tout ça et qu'il essaye d'apporter des modifications structurelles pour amener, les Africains pour les calmer l'énervement légitime des Africains. Parce que les Africains sont en train de partir. À un moment, on ne pourra plus les tenir. Hein. Certaines personnes disent d'ailleurs que la France a déjà perdu l'Afrique. Le président Macron doit tout faire pour éviter cette rupture-là. Mais c'est mal parti. C'est très mal parti. Regardez ce que Christophe Guilou fait au Cameroun, là. C'est ça? Le mépris d'un peuple.
Regardez ce qui se malheureusement, passe en Côte d'Ivoire. Puis les bases de l'armée française. Bon, il n'y a pas que l'armée française partout. Il y a aussi l'armée américaine maintenant partout en Afrique. Il y a l'armée chinoise qui s'installe, l'armée indienne, l'armée russe. Y a-t-il une guerre en Afrique? Qu'est-ce que vous faites là-bas? c'est un positionnement stratégique Stratégique, ils peuvent faire ce qui positionner vise dans leur leurs pays. intérêts à eux, Leurs pas les intérêts à eux. intérêts des Africains. Pas les intérêts des Africains. Donc le sous-sol africain qui n'appartient pas aux Africains, ça appartient aux Mais- Occidentaux. À partir du moment où les présidents africains sont des laquais de la France, ce sont des gens que la France a posés, que la France soutient et protège. La feuille de route vient de Paris. Ils ne se battent pas pour les Africains. À partir de là, le jour où les Africains auront des présidents élus démocratiquement, qui vont rouler pour le bien-être de l'Afrique d'abord, les données vont changer. Vous le disiez tout à l'heure, nous avons des têtes partout. Les Africains, la diaspora africaine, qu'on favorise leur retour, comme le Ghana est en train de faire. Le Ghana réussit. D'ailleurs, vous arrachez les mots de Cyril Bianga. Peut-être vous avez vu son émission. Non, pas du tout. Je vous l'ai envoyé hier soir, je crois. C'est possible. Cyril Bianga, qui est enseignant à Aix-Marseille, était ici il y a quelques jours avec son livre qui est quelque part là et nous expliquait ce que fait la diaspora ghanéenne à Lyon, au point où le président Nana Akufo-Addo est venu en France, dit à Emmanuel Macron, je suis venu chercher ma diaspora. Il faut la rendre, quoi. Ils font fort, mais même aux États-Unis, ils vont chercher, rentrez chez vous. Venez nous aider à nous développer. Vous serez respectés, vous, peuple noir, vous serez respectés si l'Afrique est développée. Voilà. But the next time I'm going to ask to the president, Nana Akufo-Addo, please, can you give me a passport, a Ghanaian passport, so I will get back to Ghana, because I can't go to Cameroon. It's worse now to get there. Non, mais il faut garder espoir, que les Africains continuent à se battre. Je pense que les Africains, la diaspora en France notamment, et même ailleurs, il y a une pression qui a été faite. Cette proposition, ce petit pas là pour le franc CFA, c'est parce qu'il y a eu des pressions. Pour l'instant, c'est rien du tout, mais c'est un tout petit pas, puisque rien ne peut se faire de façon radicale. Les modifications se font pas à pas. Les Africains vont y arriver, à la condition qu'ils se battent, qu'ils commencent à s'aimer. Le patriotisme, le panafricanisme, il y a plein de choses que les Africains doivent faire, ils vont y arriver. Peut-être que nos enfants, nos petits-enfants vivront un monde meilleur. Peut-être pas nous. Nous sommes peut-être une génération sacrifiée. Mais j'espère que vous mourrez d'une mort naturelle, là, parce que à ce rythme-là, vous savez ce qu'on fait de ceux qui revendiquent en France. Non, je ne revendique pas. Je dis les choses telles qu'elles doivent être dites. Moi aussi, je l'ai dit telles qu'elles doivent être dites. Il y a des choses que j'ai apprises parce que je me suis lancé dans cette opération-là. Et j'essaie de partager tout ça. Dans ce livre, mais ce n'est pas des paroles d'évangile, certes, mais ce sont des faits établis, incontestables. La France fait beaucoup de mal à l'Afrique. Et il faut que ça s'arrête. Elle a tout intérêt à favoriser une autre façon de fonctionner, d'autres relations avec les Africains. C'est ce que je dis à la France. Vous savez, nous avons fait des propositions. D'une manière très modeste avant vous, j'avais fait des propositions dans mon livre, ils ont vendu mon frère. Vous en faites ici là 100 fois plus encore. Avant vous, Mongo Betty en avait fait. Avant vous, Odile Tobner, sa compagne avait fait. Exactement. François Mouyabanguicha. Il y a des centaines, voire même des milliers d'Africains qui ont fait des propositions. Ont-ils simplement été écoutés en France? Il y a certains qui ont vu leur bouquin interdit d'ailleurs à l'époque. François-Xavier Verschave, l'envers de la dette avait été interdit dans ce pays. Je l'ai eu parce que j'avais mes entrées là, on m'a donné un petit bouquin que j'ai vite lu et quelqu'un me l'a en plus ensuite arraché. Non, mais regarde. Non, ça va changer, gardons tous espoir. Ce qui nous préoccupe encore une fois pour l'instant, ce sont les frais d'inscription multipliés par 10 pour les pauvres Africains. Qui sont... Non, arrêtez de dire les pauvres Africains. Non, mais je m'explique. Les Africains sont les plus riches au monde, mais on les appauvrit. Oui, c'est ça. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais bien sûr. Ils sont appauvris, affamés, nous le savons. Il n'y a pas d'argent, alors qu'ils en ont. Comment voulez-vous qu'ils payent ces inscriptions-là? Comment voulez-vous que les parents envoient cet argent-là avec les petits sous qu'ils ont pour payer les études en France? C'est pas possible. Concluons cette émission, Pierre Mokoko. Soyons un peu honnêtes. Est-ce que la France n'est pas simplement en train de dire aux Africains, aux étudiants africains, ne venez plus ici, nous ne voulons plus de vous? C'est une interprétation qu'on peut faire, elle tient parfaitement la route, elle peut emporter conviction, mais moi je pense que la démarche de la France n'est pas celle-là. La France a gardé le côté financier, parce que les caisses sont vides. La France veut faire des économies, parce qu'un étudiant coûte entre 9 500 et 10 000 euros. Il veut limiter. Alors, ils ont apporté des explications.
c'est pour, comment dire, augmenter l'attractivité des universités françaises. C'est ça. Et ils vont augmenter aussi le nombre de boursiers. Voilà les arguments du gouvernement. C'est ça. Il s'agit d'arguments fallacieux. Très fallacieux. Je peux aborder dans votre sens que lorsque ma fille arrive en France, elle n'a pas la nationalité française, on lui refuse la bourse. À l'époque, cela fait 1 an que je suis veuf et au chômage. Veuf et au chômage. On refuse la bourse à ma fille, moi, citoyen français. Il a fallu que j'écrive une lettre bien pimentée à Jean-Paul Huchon, à l'époque président de la région, pour lui faire remarquer que ce n'est pas en versant quelques euros à ma fille que cela viendra le laver des soupçons de détournement de fonds à la région dont il est accusé avec son épouse. Voilà ce que je lui ai écrit à Jean-Paul Huchon. Et 2 semaines après, on m'écrivait une lettre pour calmer la situation. On octroie une bourse à ma fille. Donc, ces bourses qu'on va octroyer sera aux Français démunis, mais les étrangers et surtout les Africains n'en auront pas. Ça, c'est clair. Ils n'en auront pas. J'ai déjà vu l'exemple. Moi, j'ai vécu cela. Ils n'en auront pas. Donc, ce n'est pas ces arguments complètement fallacieux qui ne sauraient en réalité être tenus que pour mauvaise littérature. Allez étudier ailleurs, chers frères africains. On ne veut pas de vous en France. Voilà, je le dis. Si quelqu'un veut me taper dessus au Quai d'Orsay, on me tape, ça ne changera rien. Non, mais avant d'arriver à cette conclusion, je pense que les Africains doivent continuer à se battre, à expliquer à la France qu'elle se trompe, et que lui a, encore une fois, ce machin. Bon. Ce machin, c'est bien parlé, ce machin. Peut-être que cette fois-ci, ils en prendront connaissance. La rentrée, c'est dans quelques temps. Qu'ils prennent attache avec l'État français. Peut-être que cette disposition tombera en désuétude. Peut-être qu'il y aura ineffectivité de cette mesure. Je ne sais pas. Mais bon, il faut que ça ne touche pas les Africains. Mais malheureusement, c'est légal. Le Conseil d'État. Pensez à demander une autre nationalité à ce rythme-là. Moi-même, je vais y penser aussi parce que ça commence à chauffer là. Hein? On ne voulait pas devenir britannique avant qu'il sorte du Brexit là. Je suis bien où je suis. Je suis né africain, c'est mon origine. J'ai la nationalité française, c'est vrai, mais j'aime la France, j'aime l'Afrique. J'espère qu'elle vous aime aussi. Bon. Oui. C'est comme mes enfants mélangés. Voilà. Ils vont bien, les enfants? Les enfants vont bien. Pour l'instant, ma fille Barbara n'a pas le courage de lire ce livre. Mais je la comprends, elle qui est café au lait, la pauvre. Oui, elle n'a pas le courage de lire. Black or white. Non, mais je pense qu'elle finira par le lire. Elle me dit, papa, tu sais, ma mère est blanche, tout ce que les ancêtres. Je dis, écoute, Barbara, tu verras, tu liras. Enfin bon, voilà. Elle veut faire des études de journalisme. Hein? Si. Bienvenue, ma fille, au pays. Tu vas voir elle est en train de faire. Elle est en train. Elle passe en 4e année, normalement. Bon, elle fait du journalisme pour travailler sur TF1, sur BFM TV. Elle ne comprendra rien de ces choses-ci parce que beaucoup de mes confrères qui sont sur ces grands médias ne connaissent rien des relations France-Afrique. Hein. J'ai été à l'école avec certains. Ça s'apprend nulle part. Hein. Mon camarade Romain, vous voyez un peu le truc, me demande un jour, Jackie, la Côte d'Ivoire c'est à côté du Cameroun. Je lui ai dit, oui Romain, tu as raison, la Hongrie est à côté de la France. Non, Jackie, t'exagères, la Hongrie. Ah, tu sais, Romain, nous sommes à l'aide d'Internet. Il te suffit de taper carte de l'Afrique sur Internet pour voir où est située la Côte d'Ivoire par rapport au Cameroun, tu sais. Et ça allait sortir journaliste et bosser. Et puis tous sont sur les grandes chaînes. Et moi, je suis sur JMTV+. Hein. Mais ce lavage de cerveau, il y a eu lavage de cerveau stratégique. Stratégique, M. Foucault et toute sa bande, ils ont lavé le cerveau des Français et des Africains. Pour que personne ne sache ce qui se passe. De telle sorte qu'encore une fois, j'aime bien ce terme, nous sommes tous des analphabètes diplômés. Nous ne savons rien. Voilà, nous avons des diplômes, c'est tout. Voilà. On ne sait rien de ce qui s'est passé. Les Africains commencent à prendre connaissance des faits. J'espère y participer modestement. Pour les Africains et pour les Français. Par contre, les Français ne sont au courant de rien. Non, rien du tout. Rien du tout. Donc, pour vu les chaînes de télé qui font des grands audiments en France, il y a peu de chances que les Français soient au parfum de ce qui s'est fait hier et de ce qui se verra demain. Et c'est vraiment dommage. Arrêtez de regarder ces chaînes de télé là, venez regarder JMTV+. Vous vous amuserez bien, mes chers compatriotes blancs. Et même antillais, parce que j'en connais beaucoup. Hein. Bon, relation Afrique-France, les gâchis français. Ben tiens, je me permets de rendre un hommage à Jean-Jacques Bourdin, que j'aime beaucoup. Je n'ai jamais rencontré Jean-Jacques Bourdin. Il sera plus à l'antenne bientôt et ça commence à me manquer, car j'aimais quand même son franc-parler, Jean-Jacques.
Je lui ressemble un tout petit peu, paraît-il. Oui, il s'en sortira, il ne faut pas s'inquiéter pour lui, il s'en sortira. Oui, il s'en sortira, surtout, bon, il est plus proche de l'âge de la retraite. Hein. Voilà, je salue aussi son épouse Anne Niva et leur fils, lui. Relation Afrique-France, les gâchis français plaidoyer pour un changement de paradigme dans la politique africaine de la France. Si vous ne savez pas comment le faire, lisez ceci. Et surtout, recevez Pierre Moukoko. Je pourrais l'accompagner juste pour arbitrer et vous donner quelques arguments. Tout est possible. On peut encore garder une grande France en permettant aux Africains de grandir. Car l'enfant qui naît doit grandir, quel que soit ce qu'on lui fera comme mal. Que ce soit de la maltraitance ou de la bonne traitance, l'enfant finit par grandir. Comprenez-le. Comprenez? Voilà, chers téléspectateurs, on se retrouve dans quelques jours avec un autre invité dans le bœuf politique. Peut-être ça encore Pierre Moukoko, vu tout ce qu'il a dit dans ce livre, n'est-ce pas Pierre? 18 chapitres, il y a beaucoup de choses à dire, effectivement. Et c'est les collègues de Pierre Moukoko. Ne l'embêtez pas. Il n'a dit que la vérité, tout ce qui est écrit là est archivé en France. Et ce ne sont pas les Noirs qui ont archivé cela, ce sont les Blancs. À l'époque, il n'y avait pas de Noirs dans l'administration coloniale. Hein. Oui, il y a eu un en 1920 qui s'appelait René Maran, l'unique prix Goncourt de la littérature française noire de Pau, hein, avec Batouala, en 1921. L'année prochaine, cela fera un siècle. Personne n'en parle en France parce que son livre Batouala critiquait la politique coloniale française en Afrique. Déjà, en 1919, il y a 100 ans, ça n'a pas bougé. Gardons la banane malgré la situation difficile. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Oh, c'est noir. Il n'y a plus. Je demande à JMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.